Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 21 août 2026 et présenté sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino DeFalco avec mon bon ami le journaliste sportif Jérémy Filosa. Philo, comment ça va, bud? Ah, je suis excité. Je suis excité de faire ce show-là aujourd'hui avec toi, Gavino. Ouais. Je te le dis, là, depuis le début de la saison, c'est le show dont je suis le plus excité à faire à cause de tout ce qui se passe autour des Blue Jays. Pas seulement parce qu'ils gagnent, mais il y a tellement d'éléments dans l'actualité. Je sais pas comment on va faire pour tout rentrer ça. Je sais pas, on a 28 minutes et demie, Okay. On a des statistiques, on a des faits saillants, je vous le dis, il va y avoir de la moutarde. Il va surtout avoir le fameux dossier. Vladimir Guerrero, Oui. il revient au jeu en fin de semaine. Tu le fais jouer où? Bref, on se garde ça pour plus tard. Bon, 63 victoires, 66 revers. On regarde tout de suite le classement au meilleur troisième. Les Blue Jays, contre toute attente, reviennent dans la course. On sait depuis une semaine, là. Et sont à un demi-match de Jeff Hoffman et des Twins du Minnesota avec 63 et 65. Regardez les Rangers Texas. Même fiche que Minnesota, Toronto à une demi. Écoute, l'anomalie là-dedans, le Philo, là, c'est que toutes les équipes sont dans le négatif, dans le différentiel des points, sauf, regarde, là, les Tigers de Détroit, plus 82. Plus 82 et jouent pour 5 matchs en bas de 500. C'est tout simplement incompréhensible de ce côté-là. Philo, le tour de table à un demi-match avec encore 33 matchs à faire à la saison. Chaque match compte. Tu fais comme moi, c'est-à-dire on suit les Blue Jays, mais on regarde ailleurs dans le circuit de la MLB ce qui se passe dans les autres matchs et tout ça. C'est quand même excitant comme course, là. Ah, très excitant. Écoute, Gavino, c'est du bonus pour nous, là. On va se le dire, parce que à la fin du mois de juillet, on s'est dit plusieurs fois au téléphone, on va parler de quoi pendant les 2 derniers mois de la saison? Ben, on arrive presque à la fin du mois d'août et les Blue Jays sont toujours dans la course et on parle de possibilités de faire les séries éliminatoires. Gavino, souviens-toi, il y a 2 semaines, on a fait une émission puis on s'est dit, cette séquence où on affronte les Phillies, les Red Sox, les Yankees 2 fois et Tampa Bay, la saison, ça passe ou ça casse. Et là, non seulement tu gardes ta tête au-dessus de l'eau, mais t'es au-delà de la barre de 500 dans cette séquence-là et de loin, 9 victoires, 4 défaites. C'est extraordinaire. Et là, ben, on voit la lumière au bout du tunnel, Gavino, parce que après la série contre les Yankees, au moment où on se parle, toutes les équipes que les Blue Jays vont affronter lors de la dernière semaine du mois d'août et tout le mois de septembre, il n'y a aucune équipe qui va, au moment où on se parle, une fiche de 500. Donc, les Blue Jays peuvent regarder là, vers la fin du tunnel et dire on arrive à la fin de ce long processus. Il faudrait juste espérer qu'il n'y ait pas un relâchement après la série contre les Yankees, que les Blue Jays se disent ah ben là, c'est fait, c'est beau, on est correct. Mais il y a de l'espoir, Gavino. Il y a de l'espoir. Écoute, Philo, le 26 juillet dernier, OK? Les Blue Jays s'inclinaient contre les Red Sox de Boston. Fiche ensuite de 48 victoires, 58 défaites. Les Blue Jays avaient 10 matchs en bas de 500. Ouais. Et ensuite, ils sont allés à Washington. Toi aussi, tu es allé à Washington. Oui. Ils ont le remporté la série. Le point tournant de la saison. Je me suis présenté à Washington. J'ai réglé des problèmes avec les Blue Jays et depuis ce temps-là, ils sont partis sur une lancée. Ils ont remporté la série contre les Nationals. Ensuite, ils sont revenus à domicile. Ils ont battu, les Cards de Saint-Louis 2-1 dans cette série-là. Ils sont allés à Houston, OK? Ils ont gagné 2 matchs sur 3, dont un match en prolongation. On se souvient du relais de Nathan Locus. Ensuite, ils ont perdu un match en prolongation contre les Cubs de Chicago. Défaite crève-cœur, on se souvient. Dylan Cease avait, lancé 8 manches pratiquement parfaites. Et ensuite, Louis Varland sabote cette rencontre-là. Néanmoins, les Blue Jays s'en vont à Philadelphie contre une très bonne équipe, gagnent la série 2-1, reviennent à domicile, battent les Red Sox 3-1 dans la série, s'inclinent dans le dernier match de la série. Ensuite, ils affrontent les Yankees, ils gagnent les 2 premiers matchs, s'inclinent dans le 3e match. Et ensuite, ça va à Tampa Bay où on s'était dit qu'il va falloir éviter le balayage parce que les Rays sont vraiment trop forts cette saison. Et ensuite, ils gagnent 2 matchs sur 3 et auraient pu balayer cette série-là. Donc, écoute, l'affiche, là,
des Blue Jays depuis ce fameux voyage à Washington. Si mon calcul est bien, c'est 15 victoires et 8 défaites. Donc, ça va vraiment bien de ce côté-là. Et on joue bien défensivement, on court bien les buts et on a des coups sûrs opportuns. On va en parler tantôt. Là. Vas-y, Philo, un petit mot là-dessus. Là. Ben écoute, la série contre les Rays, là, elle a été complètement différente de tout ce qu'on a vu dans cette séquence de 7 séries remportées. On est allé chercher 21 points marqués. Ils ont frappé 7 circuits, les Blue Jays, alors que dans la séquence à domicile précédente, ils n'en avaient frappé que 2 durant toute la semaine. Et là, ils en ont frappé 7 dans cette série contre les Rays. Donc, l'attaque s'est vraiment réveillée. Je m'attends pas à ce que ça continue, là. C'est une anomalie, probablement. Probablement que ça va revenir à la normale contre les Yankees. Mais ils nous ont on voit une petite lueur d'espoir là, au niveau de l'attaque là, depuis quelques jours. On parlait des blessés tantôt avec les Brett Bateman et les Andrés Jiménez qui sont au jour le jour et tout ça. Mais il y a des joueurs qui se sont levés à Tampa Bay. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gars comme Kaz Okamoto, loin dans la gauche. On regarde. Hitting for Mesa. And now Okamoto gets one in the air. Long way to left center. And there it goes. His first home run in 17 games and his 25th home run on the season. Dangerous hitter. Ça, c'était dans le premier match de la série contre les Rays. Et dans le troisième match, Okamoto qui a donné le ton, loin dans la gauche également. Tu sais, quand on dit Okamoto, là, c'est soit très chaud ou très froid. Encore une fois, on l'a écouté Dan Schulman, premier coup de circuit en 17 matchs et tout ça. Parle-moi de Kaz. Écoute, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas les circuits, Gavino. C'est que depuis à peu près une semaine, on voit une augmentation de la statistique QAB. C'est quoi QAB? Quality at Bats. Si Okamoto nous démontre ce qu'il nous a démontré dans la dernière semaine, c'est-à-dire que les balles à effet, il est capable un peu plus souvent de les laisser passer et d'accepter une balle plutôt que c'est danser dans le beurre, là, ça change toute la dynamique. Parce que Okamoto, il n'a pas seulement frappé des circuits, il a frappé des simples, il a frappé des doubles, opportuns, à des moments clés. Oui. Donc, si Okamoto, ça va être ça, c'est à la fin de l'année, là, je t'achète parce que le visage de l'attaque va complètement changer. On parle également de Alejandro Kirk, le joueur, pas de la semaine, des 3 dernières semaines chez les Blue Jays. On regarde des images. And he laces this ball deep left center. Gone! How about your timing, Mr. Commissioner? You guys got to have me on here more. What a blast by Kirk, his 6th of the season, and it is 4-0. Alejandro Kirk has been hot for a while now, swinging. Depuis la date limite des transactions, Alejandro Kirk, ça c'est depuis le 3 août là, dernier, 4 circuits, 13 points produits, il frappe pour 389. Philo, 3,89. C'est un gars qui a rehaussé son jeu. C'est pas un retrait facile. C'est fini les balles à double jeu. Frappe toujours des balles d'aplomb. Fait, travailler le lanceur de l'autre côté avec des présences au bâton de 8, 9, 10 tirs. Pour moi, là, présentement, depuis les 3 dernières semaines, c'est ton joueur de l'année, là. Et puis en plus, il a même. Non, mais attends, mais il a même amélioré son taux d'efficacité sur les coureurs en tentative de vol, dirige bien les lanceurs. Écoute, tu peux pas l'enlever de là, Kirk, là, présentement, là. Bon, puis c'est pour ça que John Schneider, Gavino, pendant plusieurs semaines, on s'est dit comment ça se fait que Kirk n'est pas dans l'alignement qu'à Valenzuela derrière la main. Pourquoi on peut pas se servir d'un des deux comme frappeur de choix? Là, on le voit, là. Schneider, de plus en plus, commence à utiliser un derrière le marbre et un comme frappeur de choix. Tu peux plus t'en passer. C'est un des meilleurs frappeurs des Blue Jays depuis 3 semaines. Ça, c'est clair, net et précis. Ça y a pris du temps après sa blessure pour retrouver son aplomb. Mais là, il frappe pour plus de 280. Et encore une fois, je vais te faire un autre commentaire comme celui d'Okamoto. Ce que j'ai le plus aimé, moi, je cherche toujours les petits détails, hein, Gavino? Combien de fois on a vu Kirk étirer les bras, frapper des balles sur le coin extérieur, au champ droit, pour s'assurer de faire avancer les coureurs. Et plus souvent qu'autrement, la balle roule dans le coin, c'est un double et tout ça. Donc, ça, pour moi, là, ça me démontre que tu es un team player. Puis,
t'es prêt à tout faire pour aider l'équipe à gagner. Des choses, Gavino, qu'on voyait pas avant la date limite des transactions. Je sais. Puis encore une fois, tu sais, les nouveaux joueurs qui se sont joints, là, les McAdoo, les Josh Smith, les Brett Bateman ont fait le travail dans les dernières semaines. Et un autre qui a frappé la balle assez d'aplomb hier, un gars qui a roulé sa bosse un peu partout dans le baseball majeur, t'es allé ramasser ça, genre au balotage il y a pas longtemps. Daz Cameron, 442 pieds du marbre. On regarde son élan. Le deuxième coup de circuit le plus loin cette année chez les Blue Jays. Après un circuit d'Okamoto, on regarde le circuit de Cameron. And he drills the ball to left field. And it is long gone. Daz Cameron with his first home run as a Blue Jay. It is 3-1. Welcome to the club, Daz. Oh, you talk about no doubters. Ian Seymour has given up 2 home runs this inning, both on his changeup. Daz Cameron, un ancien premier choix du baseball dans la première ronde et tout ça, à son année d'éligibilité. Écoute, frappé d'aplomb en tabarouette. Aucun doute là-dessus. Je veux dire, vas-y, là. Ben, le fils de Mike Cameron, soit dit en passant, qu'on a beaucoup apprécié, qui a été un excellent voltigeur de centre dans le baseball majeur. Écoute, la balle est tombée sur une des fameuses passerelles au Tropicana. On a-tu parlé des maudites passerelles au Tropicana Field pendant les 3 derniers jours? Ça n'a aucun bon sens. Puis, j'ouvre une parenthèse. C'est qui le génie, après que la toile se soit arrachée, qui a dit « On va mettre une autre toile encore plus blanche que la toile précédente. » On a vu à quel point ça a créé des problèmes pour les joueurs des Blue Jays. Mais est-ce que Daz Cameron peut faire réfléchir les Blue Jays à savoir est-ce qu'on peut utiliser ce gars-là à la place d'Jesus Sanchez? Parce que Jesus Sanchez, il est dans l'alignement pour une seule raison, son pourcentage de puissance, son slugging percentage contre les lanceurs droitiers. C'est la seule raison pourquoi il est là. Il n'y a personne qui est capable de frapper les droitiers avec puissance chez les Blue Jays à part lui. Est-ce que Daz Cameron peut faire ce travail-là? Moi, je dis oui, puis on va parler de Jésus dans quelques instants, mais les 3, 4, 5 matchs qu'il a joué, Daz Cameron, là, il a très bien paru. Il a frappé 4 coups sûrs dans les séries contre les Rays de Tampa Bay. Je veux dire, gaucher, droitier. Il amène de la vitesse également. Il a de l'air d'un athlète. Absolument. Tu sais, t'as-tu vu la shape qu'il a? Pareil. Puis là, tu sais, la balle qu'il a frappée hier, là, sérieusement, ça a été un des points tournants du match. C'est comme, OK, on va chasser le lanceur. As-tu vu le lanceur, comment il s'en voulait? Balle cassante, flottante. Il l'a pas raté. Non. Il l'a pas raté, puis j'étais comme, aïe, c'est qui ce gars-là? C'est le deuxième circuit le plus long de la saison des Blue Jays, à part un des circuits d'Okamoto. Le gars vient d'arriver cette fin de semaine, il y a déjà le deuxième circuit le plus long frappé dans l'équipe cette saison. Je sais. En parlant de gars qui étaient pas insérés dans l'alignement parce que c'était un lanceur gaucher, ben il a fait mentir tout le monde hier. Nathan Lukes, gaucher contre gaucher, loin dans la droite. Lucas hits a fly ball deep right field, and it is gone. Nathan Lukes, home run number 7 on the season, and the Blue Jays are back on top. As-tu vu le catch du fan Jalen Hurts, la main nue et capte la balle? Non, mais sérieusement, je veux dire, j'ai toujours aimé Nathan Lukes. Il est extraordinaire. J'ai justement son jeu défensif dans quelques instants, là. Mais moi, gaucher contre gaucher, Nathan Lukes, il a pas de l'air fou, là. Je veux dire, puis en plus, défensivement, il te fait gagner, il te donne des gros jeux. Mais pour moi, Nathan Lukes, c'est ton deuxième frappeur d'ici la fin de la saison. Laisse-le là. Paraît bien, souvent des présences au bâton de qualité. On l'a vu cette année, des 14, des 15, des 16 lancés, des bagarres incroyables contre des lanceurs partants et s'en sort. Nathan Lukes, je sais qu'il n'y a pas un gros mois d'août, là, il frappe pour 194, mais c'est des coups sûrs et des présences de qualité. Ben moi, je l'adore, tu le sais, depuis le jour 1 qui est arrivé. Je remarque toutes les petites choses qu'il fait, notamment son jeu au champ extérieur. C'est un candidat potentiellement un jour à être un gant doré. Bon, on le sait, Gavino, on en parle depuis plusieurs semaines. On aimerait avoir Nathan Lukes dans l'alignement tous les jours à cause de sa ruse, sa capacité de faire travailler les lanceurs, aller chercher des gros coups sûrs et tout ça, sauf qu'il y a de la misère contre les gauchers. Là, il vient de frapper un circuit contre un gaucher, son premier de la saison. Là, c'est ça la question.
est-ce que contre Schlittler, vendredi soir, par exemple, les Blue Jays vont décider de ne pas y aller avec Sanchez et d'y aller quand même avec Lucas? Parce qu'on le sait, Sanchez, là, il est dans le doghouse présentement. Mais plusieurs analystes à Toronto n'arrêtent pas de cogner sur le clou et disent « Laisse Lucas affronter des gauchers. » Puis avec son intelligence et sa capacité, il va s'améliorer contre les gauchers. Puis tu gagnes à lui donner cette chance-là parce que c'est un investissement pour le futur. Alors que Jesus Sanchez, on sait tous bien qu'il est là temporairement, puis gérant... il peut plus jouer. Il ne peut plus jouer, Jesus Sanchez. On se garde ça dans quelques instants. Oui. Nathan Lucas, son jeu défensif hier, probablement le catch de l'année chez les Jays. On regarde. Fastball hit to right and hit pretty well. And caught! Lucas caught it! The throwback to the infield, not in time, but what a sensational catch from Nathan Lucas. Incroyable. Bieber qui en revient pas, saute et saisit la balle à la clôture. Non, mais pour vrai, c'est des jeux comme ça qui font en sorte que ça tue des menaces et ça donne confiance à l'équipe. Et l'autre équipe s'est dit, coudonc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour manufacturer des points? Nathan Lucas, encore une fois, un jeu défensif incroyable. Il y a 2 héros défensifs dernièrement. Là. Andrés Jiménez à l'arrêt court fait des gros jeux. Nathan Lucas dans la droite. Oui, Miles Straw aussi, extraordinaire. Bateman fait un bon... Ouais. Écoute, pour moi, un champ extérieur de Straw, Bateman et Lucas, il n'y a pas grand balle qui va tomber. C'est sûr que là, tu me dis, ouais, mais ça fait pas une grosse attaque. Mais défensivement, comme tu viens de le mentionner, les gars sont extraordinaires. Écoute, les Blue Jays qui remportent des matchs avec leur défensive, on l'a dit. Là. Puis même hier, là, je regardais à un moment donné, vers la fin de la rencontre, tout le monde était blessé. McAdoo au 2e but, Valenzuela au 1er but, John Schmidt au 3e but, Ernie Clement à l'arrêt court. Coudon, je suis en train de regarder la Ligue des Pamplemousses en pleine course au championnat. Tu comprends, lorsque tous les partants ils sortent de la rencontre, puis on met des subs là, pour remplir les manches de 5 à 9, c'était ça. Mais écoute, tout le monde est sa liste des blessés ou des petits bobos présentement chez les Jays. Ouais, puis là, on a vu McAdoo dès le premier jeu. Ben, c'est Simpson qui court vers le premier, donc il met beaucoup de pression. Et finalement, une erreur dans son cas, un relais un peu trop haut pour Valenzuela et tout ça. Et c'est normal. Là, je veux dire, Schneider va avoir tout un casse-tête, là, parce que là, Bateman n'est pas à 100%. Smith n'est pas à 100%. Et là, Jiménez non plus, il est sorti de la rencontre, va probablement avoir besoin de quelques journées de congé, n'est pas à 100%. Alors, on se pose plusieurs questions. Qui va jouer? Où est-ce qu'il y aura des rappels? Est-ce qu'on va être obligé de placer certains joueurs sur la liste des blessés? Il ne faut pas oublier que Vladimir va revenir samedi, donc on aura une décision à prendre à ce niveau-là. Quelqu'un va devoir quitter. Peut-être un joueur va se retrouver sur la liste des blessés, on verra. Mais là, tu sais, mettons que Bateman est correct. Okay? Mettons que tu affrontes un lanceur droitier parce que les lanceurs droitiers sont la majorité des lanceurs du baseball majeur. Parfait. Bateman, c'est ton premier. Lucas, on vient d'en discuter. On aimerait ça l'avoir au 2e rang. Je pense que c'est assez unanime. Après ça, je pense pas que tu peux sortir Kirk du 3e rang. Oublie ça. OK. Vas-y. Okamoto, sur une bonne séquence, on vient de le dire. Moins de retrait sur des prises, moins de retrait non productif. Il va bien présentement. Moi, j'ai pas le goût de l'enlever de là. Tu comprends? Okay. Ça marche. Vas-y, continue. Vas-y. Mais là, ton problème, c'est que samedi, Vladimir va revenir au jeu. Oui. Vladimir, c'est normalement ton 3e frappeur. Mais Gavino, combien de fois cette année il a tué des attaques des Blue Jays? Les 2 premiers embarquent, Guerrero frappe dans un double jeu. Là, est-ce que c'est la fenêtre, la porte qui s'ouvre pour que Schneider dise « Hey Vlad, tu reviens d'une petite blessure, commotion cérébrale. On a des gars dans le haut du line-up qui font la job. On va te rentrer tout doucement au 5e rang. » Tu sais, je cligne des yeux là, pour ceux qui ne voient pas et qui nous écoutent seulement. Là. On va t'insérer au 5e rang. Puis, tu sais, pas trop de pression. Est-ce qu'il va avoir le courage de le faire? Moi, qu'est-ce que je ferais, là? Que je ferais, là? Je dirais, tu sais quoi, Vlad, tu reviens d'une liste des blessés. Je le fais même pas jouer! Je ne le fais même pas jouer. Je continue avec ce même line-up-là, avec des gars affamés qui manufacturent des points. J'attends de perdre une game avant de remettre Vlad. Mais je sais que c'est pas ça qui va arriver. Ça va être premier frappeur Bateman, 2 Vlad, puis 3 Kirk.
Schneider touchera pas son troisième frappeur, dit Kirk qui me fait gagner, je vais y aller avec Vladimir au deuxième. Je te le dis, moi, là, je sais que Vlad, présentement, il mérite pas de frapper 2, 4, il mérite de frapper 6 ou 7, OK, dans le meilleur des cas. Et je sais qu'il le fera pas, mais selon moi, tu lui donnes une autre journée de congé parce que ce momentum-là, là, il est important. Si tu gagnes une autre série contre les Yankees, ben après ça, tu l'as dit, là, c'est 30 matchs là, prenables contre des équipes en bas de 500. Selon moi, Guerrero ne joue pas tant aussi longtemps que tu perds une game. En tout cas. Bon, la première chose, Gavino, c'est qu'il doit absolument passer le test des protocoles des commotions cérébrales du baseball majeur. Puis ça, c'est pas fait, là. C'est pas impossible que samedi, on lui dise, ben, on veut que tu prennes une journée ou 2 de plus. On verra. Je veux pas le voir au deuxième rang, Gavino. Si Bateman, c'est ton lead-off man, puis il embarque avec régularité, ça me prend quelqu'un qui le pousse au deuxième but. Absolument. Mais Guerrero, c'est pas ça. Guerrero, je veux dire, comme j'ai dit, c'est beaucoup de balles à double jeu, c'est des balles au sol. J'ai besoin d'un gars comme Nathan Lucas qui, je le sais, va se sacrifier pour faire tout ce qu'il a besoin de faire pour que Bateman avance au deuxième et donner à Kirk et à Okamoto la chance de faire produire un point pour bien entamer le match. Donc, moi, je veux pas le voir là. Écoute, j'ai très, très, très hâte de voir où est-ce qu'on va insérer Guerrero lors de son retour. Un autre que je ne veux pas voir dans les prochaines semaines, Jesus Sanchez. On regarde. And that's a popper. Short left with some hang time. Goodness. And Sanchez has that one bounce and then kick away from him. And the Rays are going to get a couple on this one. How about that? Oh, he is... 3 mots. Dégueulasse. Pour vrai, il fait quoi? Puis on l'a dit depuis le jour numéro 1, même au camp d'entraînement. Écoute, c'est une aventure à chaque fois que la balle est frappée. Si, bon, on capte la balle, on tue la menace. Max Scherzer, malheureusement, juste 4 manches de travail. As-tu vu comment il était dégoûté par ce geste? Puis si on se disait, bon, notre ami Jesus Sanchez, OK, défensivement, il n'arrache, mais tu sais, les chiffres à l'attaque, 45 circuits, 120 points produits. Hey, il frappe pour 172 au mois d'août, là. 172 au mois d'août lorsque the season is on the line. Jesus, tu fais pas de miracle, va t'asseoir. Ben écoute, la seule raison pour il est dans l'alignement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa moyenne de puissance contre les droitiers. C'est tout. C'est la seule statistique qui joue en son avantage. Première chose que je voudrais dire, OK, c'est pas facile de jouer au champ extérieur, au Tropicana Field. Imagine pour un voltigeur qui est déjà pas bon. La première balle qui est frappée le long de la ligne du troisième but, elle passe par-dessus la première passerelle, donc il la perd de vue. Jiménez a dit la même chose. J'ai vu la balle, à un moment donné, je la voyais plus. Bon, parfait. John Schneider a expliqué très bien avant la série contre les Rays. Il a dit, les voltigeurs, la seconde que tu vois la balle dans les airs, tu ne peux pas la laisser des yeux 2 secondes. Qu'est-ce que Jesus Sanchez fait? Elle regarde dans les airs, voit la balle, regarde devant lui pour voir Jiménez où il est placé. Là, il relève la tête, trouve plus la balle. La balle est perdue, la balle tombe à terre. Et non seulement ça, Gavino, on le voit pas crier. Tu sais, dis-le, je l'ai pas, I don't see it. Non, il crie rien, la balle tombe entre 3 joueurs. Et là, ben, Hoffman est parti, mais le nouveau souffre-douleur des partisans des Blue Jays, c'est Jesus Sanchez. Et là, ben, j'ai très hâte de voir comment John Schneider va gérer ça. Et j'ai hâte de voir lorsque Vladimir va arriver. Je veux dire, peux-tu descendre Jesus Sanchez dans le 3A? Aucune idée. Non, faut que tu le libères. Faut que tu le désignes pour l'assignation. C'est ça. Bon, il reste peut-être 4 minutes à l'émission. On va parler tout de suite des joueurs blessés, les lanceurs blessés. Encore une fois, ce soir, ça va être la journée des releveurs avec Mason Fluharty. Peut-être qu'on va voir notre ami Spencer Arrighetti. J'adore son nom. Arrighetti. Peut-être, de connotation italienne et tout ça. Peut-être qu'un Ricky Tiedemann va lancer ce soir. Ça fait, une semaine qu'il n'a pas lancé. Qu'est-ce que tu t'attends, comme lanceur de relève contre notamment les Yankees ce soir? Ben, ça va être Fluharty pour commencer le match, ça c'est sûr. Ensuite de ça, c'est soit Arrighetti s'il se sent bien, ou soit Woods Richardson qui va lancer comme ce qu'on appelle le bulk, là, c'est-à-dire 3-4 manches, là, si possible. Là, la bonne nouvelle, c'est que, écoute, ils font des miracles, hein, les instructeurs des Blue Jays. On a ajusté le soulier d'Arrighetti avec plus de coussinets dans le fond. Puis là, il dit que son pied, il a lancé sur les lignes de côté cette semaine, il n'a rien senti, ça s'est bien passé. Donc, normalement, on devrait le voir. Arrighetti va devenir
s'il est là ce soir. Le 61e joueur à porter l'uniforme des Blue Jays cette saison. Une autre journée d'enclos de relève parce que on est pris avec ce qu'on est pris. Mais je veux parler de Bieber. Ben justement, on va en parler tout de suite. Justin Shane Bieber, 7 manches de travail contre Tampa Bay, seulement a donné 1 point à ses 4 derniers départs. Au mois d'août, là, il y a le moins de points mérités de 2,96. Il a gagné contre Tampa Bay. Il a gagné contre les Yankees. Il a perdu contre les Phillies, 5 manches et 2 tiers, 5 points. Et ensuite, avant ça, il avait gagné contre Houston, 5 manches et 2 tiers. 4 quand même bons départs pour Shane Bieber. Touche un salaire de 13 millions. Il reste 2 minutes à l'émission. Vas-y. OK, vite. Écoute, c'est la première fois en 2 ans qu'il lançait 7 manches et plus de 100 tirs. Bieber, là, on va se le dire, Gavino, là, la fameuse série contre les Nationals, le 2 tiers de manche où il se fait sortir, où il s'était fait massacrer, c'est une bénédiction. Parce que s'il lance un bon match contre les Nationals, il ne traverse pas la date limite des transactions. Il est parti. Vrai. Il y a tellement d'équipes qui se sont refroidies par rapport à Bieber à cause de cette dernière sortie-là avant la date limite des transactions que les Blue Jays n'ont pas été en mesure de l'échanger. Et là, il est là et il lance comme ses belles années de Cy Young. Et là, écoute, il y a des analystes à Toronto qui commencent à se poser la question et ils disent « Devrais-tu y offrir un contrat, ce gars-là? Devrais-tu essayer de le garder une couple de saison de plus? » La façon dont il lance présentement, Gavino, il est en totale maîtrise de ses tirs, là. Oui, là, tu regardes le personnel des lanceurs avec Cease, Soriano 1-2, troisième avec Shane Bieber, un lanceur qui peinture les coins, te fait pas mal, va gagner des victoires. Il est rendu avec 5 victoires, 2 défaites depuis le début de la saison, tandis que Max Scherzer, il est pas capable de gagner. Je veux dire, si t'as un 3-5 là, à jouer là, avec ces 3 premiers partants-là, je suis à l'aise. Sans parler de Yes Savage, s'il va revenir éventuellement, tu peux peut-être utiliser Yes Savage en relève dans les séries, si on fait les séries. Mais Bieber, présentement, tu peux pas le débarquer de là. Absolument pas. Puis comme je te dis, si c'est ça, Bieber, moi, je considérais lui offrir une prolongation de contrat. Il va très bien au moment où on se parle. Alors, on se croise les doigts. Écoute, t'as comme un cheval à 3 têtes là en avant avec Cease, avec Soriano, puis Bieber présentement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la course, Gavino, qui peuvent se vanter d'avoir ça dans le haut de leur rotation. Également en relève, Spencer Miles, qui est utilisé en 7e ou en 8e manche. As-tu vu sa statistique? Lorsqu'il est utilisé, je pense, en relève, il y a une moyenne en bas de 2. Donc, 1 quelque chose. Pour moi, là, je veux dire, Spencer Miles, c'est une révélation. C'est un gars qui a pris la place de Jeff Hoffman. Vas-y, 40 secondes. Je te laisse là, mes 5 MVP de la saison dans l'ordre selon le travail qu'il doit faire avec l'équipe. Dylan Cease, MVP numéro 1. Louis Varland, MVP numéro 2. Tyler Rogers, mon 3e MVP, suivi de Mason Fluharty et Spencer Miles. J'ai pas le temps de te donner toutes les raisons pour chacun d'eux. Allez voir mon tweet sur Twitter, on va en discuter. Mais c'est fou, là. J'ai 4 releveurs dans mes top 5 MVP de la saison. Incroyable. Ça promet en fin de semaine contre les Yankees dans le Bronx. Go, Jays, go. Suivez-nous sur toutes les plateformes inimaginables au podcast des Blue Jays. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino qui vous dit à très bientôt. Salut Philo. Bye bye.